go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 58e épisode du Facebook Podcast. Une belle victoire, encore une fois, moins grandiose que celle contre les Eagles, mais l'important c'est la victoire, 28-16 contre les Seahawks à domicile. Pour en parler avec moi, Kevin, Olivier, Gonzague et Loïc. Salut messieurs. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Salut. Une victoire 28-16, on n'a jamais été largement devant, mais j'ai pas eu l'impression qu'on ait vraiment été inquiété non plus. Olivier, t'as pensé quoi en global de ce match, de ce deuxième affrontement en 3 semaines contre Seattle? Écoute, là où on avait eu du mal à commencer contre les Eagles, là on a commencé de suite par être très beau à voir. Je veux dire, ça a été début de match, il fait 35 secondes, il y avait déjà un touchdown pour nous, c'est fabuleux. Ça, c'est le premier point. J'ai aimé le côté réaction de l'équipe, parce qu'on perd quand même Mooney Ward dès la première série défensive où il se blesse, donc il sort. On avait pas Armstead. On a trouvé des joueurs qui les ont remplacés vraiment avec beaucoup de qualité. Et on est en train de retrouver un petit peu comme l'année dernière ce rouleau compresseur et cette facilité. On l'a vu le match ensemble, toi, Kevin et moi, on était tous les trois. Et à aucun moment on s'est senti en pression, en stress, quoi que ce soit. Et il se dégage cette équipe une sérénité, une force, une puissance qui moi me régale. Et il y a beaucoup de joueurs je pense qu'on va encore faire une longue, très longue, peut-être trop longue série de top et de topiniers. Kevin? Ouais, Olivier a fait un bon tour d'horizon. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est pas forcément notre meilleur match en soi, mais on en ressort avec une impression de ultra domination, de rouleau compresseur, comme l'a dit Olivier. Un Brock Purdy qui sort un de ses meilleurs matchs en carrière, un McCaffrey qui a explosé dès la première action du match, et puis un Deebo Samuel retrouvé pour la 3e semaine consécutive qui claque encore des stats folles. Et puis une défense qui malgré l'absence de Armstead, malgré la blessure de Mooney Ward, malgré d'autres petits problèmes, a encore largement performé, et avec un Dre Greenlaw qui a montré qu'il était encore là malgré ses mésaventures de la semaine dernière. Donc un grand plaisir malgré tout de battre les Seahawks pour la 5e ou 6e fois consécutive, je sais plus, et de continuer à être invaincu dans cette division qu'on veut gagner 6-0, et on est bien parti pour. Gonzague? Oui, je suis assez d'accord avec mes compères. Honnêtement, moi, je trouve ça jouissif de voir les gros plans sur Pete Carroll qui n'arrive pas à trouver de solution. On le voit un peu perdu avec son mâchouillage de chewing-gum très propre à lui. Ouais, ça me fait vraiment rire. En tout cas, pour ceux qui ont connu l'époque où on avait du mal face aux Seahawks, franchement, ça fait plaisir. Au-delà de ça, oui, le sentiment de facilité, c'est vraiment, il y a un côté force tranquille chez nos Niners qui se met en place, qui est vraiment super agréable. Comme le dit très justement Olivier, on n'a jamais vraiment été inquiété sur ce match-là. D'ailleurs, globalement, sur l'ensemble du match, j'ai l'impression d'avoir eu le match retour un peu copie conforme du match aller. C'est-à-dire une belle équipe en face, loin d'être ridicule, et qui paradoxalement n'avait aucune solution face à nous. Aucune. Il y avait vraiment ce côté rouleau compresseur, et où, malgré les blessures, malgré ça, on ne sentait pas vraiment de points faibles dans notre équipe. Encore une fois, c'est très difficile, comme dit Olivier, de ressortir un flop de ce match. Il faut vraiment se creuser la tête pour voir quelqu'un qui est en dessous des autres de manière réelle. Mais non, vraiment très content, et je trouve que c'est une belle façon de préparer la suite face à un match face aux Cardinals qui devrait, sur le papier, être facile. Loïc? Moi, sur le moment même, j'étais un petit peu circonspect parce que je m'attendais à ce qu'on les éclate un bon 40-45-0 à partir du moment où c'était Drew Lock le quarterback. Donc, j'avoue que sur le moment, j'étais un peu, on va pas dire déçu, mais je m'attendais à ce qu'on prenne le large et qu'on ait un match hyper tranquille. Au final, c'est pas ce qui s'est passé, mais comme vous l'avez dit, on n'a jamais été inquiété. À aucun moment, je me suis demandé si oui ou non on allait gagner le match. Et c'est ça qui est kiffant, même si Gonzague n'aime pas ce mot, c'est que même quand on est, disons, notre adversaire est un peu meilleur que prévu, on arrive quand même
on arrive quand même à maîtriser le match et à gagner au bout. Donc voilà, je suis quand même très content de ce match et notamment de la performance de Purdy. Juste pour te répondre une seconde, le kiffant n'est pas un mot que je déteste, c'est la kiffance qui pose problème. Monsieur Dubois, nous avons des auditeurs de plus de 16 ans. D'accord ? Donc, on arrête d'employer des termes de gamins. Voilà, on est entre professionnels ici. Nos auditeurs qui ont plus de 20 ans aimeraient juste comprendre ce que tu racontes. Merci. Non, je te rappelle que c'est le stagiaire. Il vient pendant 2 semaines, il repart. Donc, c'est pour ça, il utilise des termes de son âge. C'est normal. Je vais même pas. Non, mais c'est un alternant. Il a 3 semaines en entreprise et 2 semaines à l'école. Donc, il va après. Oui, non, je suis d'accord avec vous. Le match était tranquille sans être forcément aussi flamboyant que ce qu'on a eu la semaine dernière contre Philadelphie. En même temps, difficile de trouver aussi plus flamboyant que ce qu'on a fait contre Philadelphie la semaine dernière. On a respecté le plan de jeu, même quand ils sont passés devant à 17 à un moment dans le premier quart-temps, ils n'ont pas paniqué. C'est le signe aussi d'une équipe qui est sûre de ses forces. Et au retour des vestiaires, on a été très sûr de nous, offensivement et défensivement. Il n'y a pas grand-chose à redire sur le match. Vous avez déjà fait un bon résumé. Et du coup, on va passer directement au top de ce match. J'imagine qu'ils sont légion. Gonzague, j'ai envie de commencer par toi, ton top de ce match. DK Metcalf qui pète un plomb, j'ai le droit? Non, j'imagine que non, on n'a pas le droit de parler des joueurs des autres équipes. On pourra en parler un peu après, mais je pense pas que ça rentre dans le top. Voir DK Metcalf s'énerver comme ça parce qu'il n'arrive pas face à une secondary, parce qu'il n'arrive pas face à Ambry Thomas, moi je trouve ça fantastique. Enfin bon, non, je vais évidemment couper l'herbe sous le pied de mes camarades en prenant le joueur pour moi le plus évident. Et on en parle tout le temps. Mais il faut en parler tout le temps. Trent Williams, mais quel match encore. Mais quel match, mes amis. Mais c'est pas possible. C'est merveilleux de voir ça. Même les commentateurs ont été obligés à un moment d'en parler pendant 5 minutes parce que si McCaffrey se balade comme il se balade, c'est parce qu'évidemment McCaffrey a un super niveau. C'est un niveau MVP. Mais on voit que lorsqu'il part sur la gauche, notamment, que Trent Williams est au bloc et que George Kittle, en plus de ça, est devant. Donc, honnêtement, je pense que même le stagiaire finit par passer au moins à 4-5 yards, quoi. C'est extraordinaire. Donc, vraiment, c'est un très, très grand bravo, un très grand big up, pour parler, comme dirait notre cher ami Loïc. Voilà, donc, bravo Trent. T'as vraiment 80 ans, quoi. Putain. Je suis fan. Oui, pourquoi je viens jamais? À chaque fois, je me fais enchaîner. Et parce qu'on veut pas que tu viennes, bordel. Oh là là, t'es dur. Moi, si Loïc, je peux rebondir sur ce qu'a dit, sur ce qu'a dit Gonzague, j'ai regardé le match avec un pote fan des Seahawks, parce que oui, j'ai un pote fan des Seahawks, mais on ne demandez pas comment ça se fait. Et au début du match, je sais plus pourquoi, je lui dis, on a le meilleur left tackle de la ligue. Il me dit, ah ouais, c'est qui? Je lui dis, c'est Trent Williams. Il me dit, ouais, je connais de nom, mais sans plus. Et au final, il a passé tout le match à regarder Trent Williams en mode, mais qu'est-ce que c'est que ces blocs? Qu'est-ce que c'est que ces blocs de l'ensemble de la ligne offensive, mais surtout de Trent Williams qui, dans le run block, était absolument monstrueux, comme d'habitude, je vous me dirais, mais là, je l'ai trouvé encore plus phénoménal que d'habitude. Et le fait qu'il y ait eu des gros plans sur lui va dans ce sens-là. Enfin, c'est enfin une bonne récompense pour Trent Williams qui était sous le feu des projecteurs hier. Et du coup, ton top? Et du coup, mon top, j'avais prévu de parler de Trent Williams, mais on peut y aller sur J.R. Brown. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je le trouve absolument excellent. Je le trouve même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve quasiment meilleur que ce que Hufanga a fait cette saison-ci. Que ce soit au niveau de son agressivité, l'envie qu'il monte sur le terrain, que ce soit dans la couverture, que ce soit au niveau de l'interception. Je ne sais pas si c'était sa première en carrière qu'il a fait hier. Sa deuxième, il en fait une dans le match quand il remplace Hufanga qui se blesse. C'est vrai, exactement. Donc, ouais, J.R. Brown, moi, j'ai hâte de voir la suite. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en duo avec Hufanga la saison prochaine, par exemple. Olivier, ton top? Je vais te laisser celui que tu vas faire, Kevin. Je sais que tu vas faire celui-là. Donc moi, je vais faire le noir en top. Parce qu'après, je ferai des topinés. Je ferai plein de topinés. Je vais être obligé. Donc je vais faire le noir en top. Le noir en top parce que il faut dire la vérité. Au début du match, DK Metcalf, il a réussi à marquer un touchdown parce qu'il était il était surveillé par The Nullissime One. Et au bout d'un drive, on a compris qu'il fallait pas que The Nullissime One soit sur Metcalf. Et à partir de là, c'est le noir qui a récupéré Metcalf. Et c'est le noir qui a fait péter les plombs
C'est le noir qui a fait péter les plombs à Metcalf parce qu'il était collé dessus. Il a été, je l'ai trouvé vraiment très très proche des receveurs. Et en plus, moi, je veux rebondir sur la notion d'attitude qui est très chère à Elliott. Quand il y a eu l'embrouille entre Metcalf et notre capitaine de défense, il est venu défendre son capitaine. Il est venu, il s'est interposé, il est allé volontiers. Et quand il s'est fait exclure, il y a tout le stade qui s'est levé pour l'applaudir. Le gars, il a gagné sa place dans le vestiaire pour un petit moment. Et ça, c'est très, très important en dehors du football. Et puis on parle aussi d'un mec, pour rebondir en plus sur ce que tu dis dans le côté où il n'hésite pas à y aller, on parle d'un mec, c'est un petit format, hein, c'est un mec de moins d'1m80 qui va aller taper, qui va essayer d'aller taper DK Metcalf qui doit faire un 95 et 105 kilos avec moins 4 de masse graisseuse. Franchement, il faut avoir envie d'y aller. Et ça rebondit un peu, on en parlait Olivier et Kevin hier soir, ça rebondit un peu sur le gros coup qu'il avait mis la semaine dernière à je sais plus quel receveur des Eagles. On sent que le mec a une intensité malgré un physique assez limité. Kevin, ton top ? Bah, je suis surpris d'être en dernier et qu'ils soient encore là, mais évidemment, Deebo Samuel, comment on peut passer à côté de ce joueur-là? Il a été encore incroyable. On le sait, on était encore prudent jusqu'à cette semaine parce que Deebo Samuel a alterné le bon et le moins bon depuis son gros contrat. Et puis, et dans ce match, il a été encore une fois fabuleux. Ça fait 3 matchs de suite qu'il explose. Il est à 150 total yards hier, 2 touchdowns. C'est 382 yards et 6 touchdowns sur les 3 dernières semaines. Voilà, c'est colossal. On retrouve le Deebo Samuel de il y a 2 ans, voire encore meilleur parce qu'il a tout simplement progressé. Il est plus fort physiquement, il voit mieux les espaces, et tout est mieux. Et aujourd'hui, on n'en a même pas besoin de lui pour être notre arme numéro 1. Donc imaginez un peu, les défenses se concentrent sur McCaffrey ou des fois sur Kittle ou des fois sur Ayuk, et puis t'as Deebo Samuel qui prend le ballon et qui traverse le terrain et qui nous claque des stats de fou. Donc c'est formidable. On a vraiment un rouleau compresseur offensif, alors qu'avant, on avait simplement la défense pour espérer. Aujourd'hui, on a les deux. Et Deebo Samuel en est un des artisans principaux. Et puis, petite stat intéressante, j'ai vu que Loïc l'a relevé sur Twitter. Sur ce match-là, avec son touchdown au sol, Deebo Samuel devient le receveur qui a marqué le plus de touchdowns au sol de l'histoire de la NFL. Exactement. Alors, juste par contre, pour corriger quelque chose que vient de dire Olivier tout à l'heure, autant je suis complètement d'accord sur le fait qu'Ambry Thomas a peut-être été un peu moins bon que la semaine dernière et qu'il a notamment laissé passer un touchdown où j'ai trouvé que sur la couverture, il était en effet extrêmement suffisant. Ça, je suis complètement d'accord. Il a quand même réussi à lever la main après que le ballon soit passé. On est d'accord, et surtout une main, alors qu'il aurait très bien pu y mettre les deux, mais bon. Par contre, correction complète par contre sur ce que tu as dit tout à l'heure, où tu as dit que Ambry Thomas était sur Metcalf pendant le premier quart-temps et qu'après c'est le noir qui est passé dessus. Correction, on est resté en zone pendant tout le match et il faut que je te retrouve la stat, je te l'enverrai si tu veux. Sur l'ensemble du match, c'est Ambry Thomas qui a été au 3/5 du temps au marquage de Metcalf et qui l'a empêché de jouer. Donc à l'arrivée, même si... Et les 2/5 où il était sur Lockett, c'est le moment où Lockett il prenait le ballon. Donc, mais à l'arrivée, c'est Ambry Thomas est partie prenante sur les 0 catch. Et il est d'ailleurs sur 2 targets sur 3 sur l'absence de catch de Metcalf, sur les 3 targets qu'il a eu où il a eu 0 réception. Donc, je veux bien qu'Ambry Thomas, et je suis le premier à le reconnaître, d'ordinaire était très mauvais, mais ça fait quand même quelques semaines qu'il est bon. Et ce soir encore, même s'il a été nullissime sur l'action qui a mené au touchdown, je suis d'accord avec toi. Le reste du match, je suis désolé, il a été bon sur Metcalf. Tu es obligé de lui concéder ça. On va pas relancer une pièce dans la machine. Je pensais vraiment pas que les plus grosses tensions de l'histoire de ce podcast viendraient sur Ambry fucking Thomas. C'est quand même incroyable. Et du coup, pour couper court à ce débat, je vais y aller de mon top. George Kittle, sans déconner. Franchement. Moi, je suis comme Olivier, moi j'ai plein de topinets, j'ai plein de joueurs qui m'ont vachement impressionné dans ce match-là. George Kittle, évidemment, en fait partie comme souvent. Hein. Là, il fait que 3 réceptions. Il fait 76 yards, il met un touchdown absolument incroyable. Gonzague, t'en as parlé quand t'as parlé de Trent. Trent bloque. Et puis, quand t'as Trent qui bloque, généralement, quand t'es un coureur, t'as une vie assez tranquille. Mais qui est en plus la deuxième lave, t'as Kittle. Et que des fois, en troisième lave, quand il est sur le terrain, t'as Juszczyk. Et que derrière, tu vas voir Ayuk. T'as des et Charlie Warner. Et Charlie Warner, en plus. Et Charlie Warner, effectivement.
Kevin est très énervé quand on prononce le nom de Charlie Warner, mais c'est pas grave. Non, mais enfin, George Kittle, il est absolument incroyable parce qu'il a ce côté où on en parlait un petit peu, pick your poison. À chaque fois, on a dit ce mot toute la pré-saison. Et là, le poison, entre guillemets, le moins utilisé, ça va être George Kittle qui a que 3 réceptions, contrairement à Debo et à Ayuk. Mais sur 3 réceptions, le mec, il va prendre 76 yards, quoi. C'est trop facile. Jouer avec ces gars-là, évidemment, quoi. On va sûrement, je pense, parler de Brock Purdy dans les mentions honorables parce qu'il fait encore un super match malgré une interception absolument dégueulasse, mais il fait encore un super match. Qui n'est pas de son fait. Je la prends. Ah non, tous les commentateurs en ont parlé. Je la mets sur lui. Je la mets sur lui, mais on en reparlera après. Je finis juste sur Kittle. Pick your poison, on le disait, et là, ton poison le moins utilisé, c'est Kittle qui prend que 3 ballons. Mais il les transforme en or. Et franchement, Purdy, il a le travail facile et ça ira peut-être dans le sens de beaucoup de gens qui disent franchement, il est carry. Non, il n'est pas si carry que ça parce qu'il est très bon. Mais en même temps, il ferait peut-être pas ce qu'il fait aujourd'hui avec le corps de receveur des Giants. Donc c'est un ensemble en fait qui marche super bien et Kittle est en des parties prenantes évidemment. Absolument. On peut passer au petit point. J'ai l'impression que Gonzague a du coup des choses à dire sur Brock, sur l'interception. Oui, juste sur l'interception. D'ailleurs, les commentateurs ne s'y sont pas trompés parce qu'ils ont vachement insisté là-dessus. Et on a vu d'ailleurs les gros plans sur Brandon Ayuk. C'est Brandon Ayuk qui rate complètement son tracé là-dessus, alors qu'il devait partir sur la gauche. Comme on le voit très bien d'ailleurs sur son premier mouvement, il décide finalement sur une grosse hésitation de revenir sur ses pas sur la même longueur entre guillemets que son tracé initial. Et finalement, donc c'est comme ça qu'il est beaucoup trop court sur le lancer à gauche. Donc après, d'ailleurs, on le voit. Et Ayuk s'envoie énormément. Il en discute vachement avec Shanahan d'ailleurs derrière. La passe est quand même extrêmement basse, je trouve. La passe est basse et elle n'était pas utilement basse dans le sens où ça peut être utile une passe basse sur des réceptions contestées quand tu veux la mettre en dehors. Là, Ayuk était tout seul et il n'y avait pas utilité de mettre une balle aussi bas, je pense. Et puis, on peut peut-être discuter aussi de est-ce qu'un quarterback de ce niveau-là qui est en lice pour le MVP, on le rappelle, doit lancer une passe sur un receveur qui vient de rater son tracé. Est-ce qu'il ne doit pas changer de lecture à ce moment-là? Ça se joue en une fraction de seconde. Et pour la répondre à la passe basse, en réalité, elle est au niveau du nombril pour qu'il puisse l'intercepter dans sa course et continuer après son tracé sur la diagonale. Donc, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, l'interception est 100% Ayuk. Et Ayuk ne s'en cachait même pas sur la sideline, d'ailleurs. Et Shanahan l'a bien compris dans le c'est pas le style de la maison que ça soit, mais par rapport à Purdy, hier soir il a fait de très bonnes choses. C'est ce qu'on on disait tous les trois. Mais ce qui est bien parce qu'il a encore des choses à progresser. Il y a des moments où il est mono-lecture. En début de match, il a encore été mono-lecture. Je ne sais pas si tu as fait attention, Gonzague. Quand les drives, on prend une fois 3 three and out, je crois qu'on en prend un second où c'est pas beau non plus. Il bloque les yeux sur Kittle plein fer, alors qu'il y a plusieurs fois sur les portes de sortie, il y avait du Debo tout seul ou du Jennings tout seul. Et il était vraiment bloqué sa première lecture. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été demandé pour qu'il fixe les linebackers en plein centre en début de match. Mais on était un petit peu déçus, aussi bien Kevin que moi, par rapport à ça. Ces petites lacunes en lecture. Alors, après, ça c'est bien entendu sur le reste du match, il a été fabuleux parce que je veux dire, il balance encore des bombes à une distance hallucinante. Il a une confiance en lui. Il a le fait de se faire saquer 2 jeux plus tard, il va balancer une ogive pour Debo. Bon, il est vraiment exceptionnel. Mais il y a encore ces petits trucs là qui sont des axes pour moi de progression pour Purdy. Moi, je pense qu'il est plus à l'aise avec certains jeux appelés que d'autres. Ça dessus, je te rejoins. Mais bon, de manière générale, moi, je le trouve assez exceptionnel. Mais comme vous tous, en soi, moi, j'ai juste un micro-topiné à rajouter parce que c'est un joueur dont on n'a jamais parlé. Et j'ai encore trouvé qu'il a fait hier son meilleur match chez nous, au point d'en éclipser même Chase Young. Et quand est-ce qu'on parle un peu de Clelin Ferrell, qui nous a quand même sorti un très, très gros match hier, dans tous les sens. Match, ouais. Ça n'a pas été le meilleur joueur sur le terrain, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est quand même un joueur de l'ombre dont on ne s'attend pas à parler de l'année et qui nous sort un match assez dingue encore hier. Et je voulais le mentionner au moins une fois dans l'année. Chose faite, je m'arrête là. Mais
gros match de Clelin Ferrell en soi, presque meilleur que Young en soi sur ce match-là. Ah bah de toute façon Clelin Ferrell il va nous faire une ébouka, mais je vais utiliser un mot de jeune, désolé Gonzague, mais il va aller chercher la quicheta ailleurs. et il va signer un bon contrat l'année prochaine dans une équipe probablement nulle à chier. Mais non, ouais, il fait un super match. Et moi je vais rajouter un autre nom sur la ligne défensive qui m'éblouit moi depuis plusieurs semaines, c'est Javon Kinlaw. Je le trouve pas, il est partout. Il est dans une forme physique incroyable. Olivier l'a beaucoup repéré ce jeu-là quand il est arrivé. Il est parti à la course derrière Kenneth Walker et il l'a rattrapé sur un jeu un peu foiré des Sioux, mais il a réussi en tant que defensive tackle à rattraper Kenneth Walker. En poursuite latérale pour un mec qui mais fait son poids, logiquement c'est pas faisable. Le running il passe, mais là je l'ai trouvé exceptionnel. Il est partout. Là sur ce jeu-là et puis même sur l'ensemble du match, il nous manquait Armstead et là l'ensemble de notre ligne de nos defensive tackles, Givens fait également un super match et Kalia Davis qui a eu beaucoup de temps de jeu fait également un très bon travail. Mais Javon Kinlaw il est en train de comme Ferrell en fait, il est en train de s'assurer une place. Peut-être chez nous, peut-être ailleurs, mais en tout cas, il est en train de s'assurer une belle place de titulaire à l'avenir en NFL. 145 kilos de muscles qui nous foncent dessus à toute vitesse, parce qu'en effet, sa rapidité pour son poids est assez incroyable. En parlant de muscles qui partent à toute vitesse, on va le citer quand même. Il a été cité rapidement. Dre Greenlaw, il envoie de la patate aussi encore là, ce match-là. Le mec, on lui a mis Dom 10. On lui a mis un Dom DiSandro, le Big Dom dans la tête, et on lui a dit « Hey !» T'es expulsé, tu touches pas un membre du staff. Il fait ok, je vais rester que sur les joueurs cette fois-ci. Je vais les éclater. Il les a éclatés. Franchement, il était fort. Un grand match de mon Dédé. Il les a dédéisés, comme je dis. Tu vois les mecs sortent du terrain après un plaquage de Dédé. Le mec il sort, il boite. Quick. Et chaque fois, ça me fait autant rire. Et après, cet ensemble-là, juste sur rester sur Greenlaw, l'ensemble, je l'ai trouvé hyper représentatif sur un jeu. Il y a une passe dans le slot pour Jackson Smith Njigba et Smith Njigba voit au moment où il va faire la réception que tu as Warner et Greenlaw qui l'attendent et on a l'impression que dans sa tête il y a un truc de si je l'attrape je suis mort, si je l'attrape je vais prendre 2 fusées dans le coin de la gueule à une vitesse folle, je suis mort. Il la drop et du coup il se fait pas toucher, mais t'as l'impression qu'il y a un coup d'œil de j'étais envoyé dans un bourbier là, je vais me faire exploser. Olivier? Oui, alors moi je suis obligé de le citer parce que mon petit tout il a marqué un touchdown hier soir, donc il est de plus en plus fort et à la différence d'Elijah Mitchell, lui quand il est sur le terrain il se blesse pas tout seul. Voilà, on a vu Jordan Mason parce que même si l'action au départ de CMC on n'en a pas parlé, je pense que vous en parlerez aussi après, mais CMC nous amène bien dès le premier jeu du match. Le touchdown que va marquer Mason il n'est pas évident. Parce qu'il n'est pas sur les 1 yard, il fait un superbe cut, il part de l'autre côté, il accélère, on sent qu'il a de la puissance. En première mi-temps, il récupère aussi un ballon sur une passe, il a arrêté et puis on se dit bon, mais il va gagner 1 yard. Non, il est allé lancer comme poil de bowling sur les 2 défenseurs et tu sens qu'il n'a qu'une envie, c'est sur le terrain, il piaffe d'impatience et franchement, même s'il le fait après, il joue quasiment qu'en garbage time. Moi, j'adore voir ce gamin jouer parce qu'on sent qu'il est habité par quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il a en lui, mais il est habité par quelque chose et je pense qu'il y a potentiel d'en faire quelque chose. Alors, on peut parler de la course de McCaffrey. Moi, j'aurais juste envie de parler de la plus belle course du match, qui n'est pas de Christian McCaffrey, qui a été de Mitch Wishnowsky. Même si elle a été retirée, il nous a fait un fake punt de l'espace. Il nous a mis une petite accélération et il se fait niquer parce que Ronnie Bell a glissé. Ça fait mal quand même. Franchement, ça fait mal. Vas-y. Juste pour revenir là-dessus, il a été quand même flashé à 20 miles par heure, qui est à environ 30 km/h. Et Tyreek Hill, qui est un des joueurs les plus rapides de la NFL, Eddie Metcalf, qui a eu la course la plus rapide de la NFL, a été flashé à 34 km/h. Imaginez-vous qu'en tant que punter, il est pas si loin que ça de la vitesse de pointe de ces gars-là. C'est quand même assez impressionnant. Il avait peur de mourir. Mais pour la légende, c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas, mais Shanahan a bien confirmé ce qu'on imagine tous. À aucun moment, Shanahan n'a appelé le fake punt. C'est une décision complètement tout seul de Wishnowsky. Ça se voit, le snap de Paper, il est un peu botché. Il part un peu trop sur la gauche. Du coup, Wishnowsky a du mal à attraper. Et au moment où il relève sur la gauche, sur la droite, on s'en fout. Je crois que c'était sur la gauche, enfin bref. Et au moment où Wishnowsky relève la tête, il voit que les mecs sont trop près pour qu'il ait le temps de vraiment armer son punt. Et c'est aussi ce fraction de seconde de mec qui a la réflexion de se dire fuck it, j'y vais quoi.
Loïc, t'aurais pas un petit top à rajouter? Pour moi, non, on a Merci, parlé de tout Loïc. le monde, je pense. Je reparlerai éventuellement de Brock Purdy, mais sur un plan statistique, j'ai deux stats intéressantes. D'une part, il y a une stat qui prouve que ceux qui disent qu'il est trop aidé et qu'il ne peut pas lancer profondément ont un peu tort, puisque il est le quarterback qui a complété le plus de passes de plus de 20 yards passées en l'air. Donc, c'est pas des yards après catch, c'est vraiment des passes qui ont passé longtemps en l'air. Donc, c'est aujourd'hui le meilleur quarterback de NFL sur les deep passes. Et puis, C'est-à-dire l'autre stat il y a encore un truc où il est encore premier, c'est ça? Il est premier Exactement. de partout et même là-bas. Pour être plus précis, il est à 63% de passes complétées de plus de 20 yards passées en l'air. Et le deuxième, c'est Stroud avec 58. Il a quand même encore une belle avance, la première place dans cette catégorie-là. Et deuxième stat, c'est un peu de la gloriole interne à la franchise, mais le recordman de yards sur une saison, il s'appelle Jeff Garcia avec 4278. Et il manque que 725 yards à Brock Purdy. Donc, en gros, s'il fait 182 yards par match d'ici la fin de la saison, il sera le nouveau recordman de la franchise sur une saison. Il va faire péter les 5000 et puis voilà. Sachant que la petite stat des 64% de passes réussies de plus de 20 yards, s'il faisait que des passes de plus de 20 yards en NFL, il serait dans la première moitié des mecs de NFL qui complètent le plus de passes. 64%, c'est 64%, il y a 15 mecs titulaires en NFL qui ont moins de pourcentage de réussite à la passe. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison de ne pas le reconnaître comme un des 4-5 meilleurs quarterbacks de NFL. Il n'y a aucune raison qui existe valable. Est-ce que vous avez d'autres noms à rajouter? On peut passer au flop de ce match-là. Je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Oui, Olivier, le 14e nom d'Olivier, vas-y. Shanahan. Je trouve que les plans de jeu sont fabuleux et que semaine après semaine, ça s'ouvre de plus en plus. Donc moi, je dis Kyle Shanahan. Encore une fois, quand il est bon, il faut le dire. On va passer au flop de ce match-là. Je préfère le dire tout de suite parce que j'ai l'impression que vous vouliez vous lancer dessus. On va pas parler d'Ambry Thomas, pas toutes les semaines. On va pas refaire une émission de 2h30 comme on a fait la semaine dernière. Chacun a mis ses arguments. Olivier le met en flop. Gonzague le met en rien du tout, mais ça va. On enchaîne, on passe à autre chose. Parce qu'on fera une émission spéciale, si vous voulez, à la fin de la saison, en intersaison sur Ambry Thomas, cornerback 1 ou cornerback 12. Kevin, est-ce que tu as un flop sur ce match-là? Oui, j'ai un petit flop. Ça va paraître dur pour certains, mais dans un match comme ça, je pense qu'on est obligé d'aller chercher un petit peu plus loin. Et je vais parler de Brandon Ayuk aujourd'hui. Pour quelques raisons. Il y a cette interception qu'on peut lui reprocher malgré tout. Il y a ce fumble, il doit sécuriser ce ballon. C'est une grosse réception. Il fait le boulot, mais il ne sécurise pas assez le ballon, il se le fait enlever. Et voilà. Donc, moi, c'est des erreurs que je lui reproche. Je ne vois pas de grosses autres erreurs dans l'équipe. Et je trouve qu'il a été un peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, même s'il fait 145 yards, je vous entends, il a fait des grosses réceptions, il a fait des belles choses, mais il y a des erreurs coupables qu'il ne devrait pas commettre. Loïc? Moi, je vais être dur aussi, mais je dirais, pour aller en chercher la O-line dans le pass pro. Autant dans le run block, je l'ai trouvé absolument incroyable. Autant dans le pass pro, c'était parfois un peu plus compliqué face à un pass rush des Seahawks qui est pourtant pas flamboyant du tout. Donc, ouais, Purdy a un peu trop dû faire face à de la pression à mon goût, mais c'est pour chipoter. Gonzague? Je vais aller dans le sens de Loïc. On a suffisamment critiqué Spencer Burford pendant des semaines et à juste titre, à raison, vraiment pour le coup. Et on s'est tous un peu monté le bourrichon en disant, vous allez voir, John Feliciano, c'est un upgrade. Sur ce match-là, il n'y a en rien un upgrade par rapport à Burford. Pour moi, Feliciano, ça a été un peu le maillon faible de la ligne. Il se fait terrasser à un moment où Jaron Reed s'écroule sur Brock Purdy sur un jeu. Je l'ai trouvé assez en difficulté, notamment sur le pass pro pour être dans la suite logique de ce que vient de dire Loïc. Voilà, donc Burford n'est pas dingue. C'est un peu le maillon faible de la ligne offensive. Avant de dire que Feliciano sera un upgrade par rapport à Burford, il faudra qu'il confirme sur d'autres matchs, parce que sur celui-là, il ne nous a rien prouvé, comme quoi il était meilleur que Burford. Olivier? Jawan Jennings. Ouh là là, c'est la fin du Facebook Podcast. Oh le blanc. Dissolution imminente. Oui, Alors que Kevin vient de quitter la conversation.
Jawan Jennings n'a pas été bon hier soir, je veux dire, il était très peu targeté. Les rares fois il est targeté, il est pas précieux. Un seul target. Il disparaît de plus en plus de la rotation, c'est qu'il se passe des choses. Donc à l'heure actuelle, je trouve qu'il est, je le mettrai en flop pour moi. Et je reviendrai sur ce qu'a dit Kevin. Je suis d'accord avec lui. J'aurais pas mis Ayuk en flop, mais quand nous sommes les premiers à dire que c'est un top 5 receveur, un top 5 receveur fait pas l'erreur sur le fumble qu'il a fait. Moi, je vais y aller de mon flop aussi. Je vais faire comme vous. Petite annonce avant. C'est un peu dur parce que sur l'ensemble du match, on l'a bien tenu. On a une défense contre la course élite, mais je trouve qu'on a quand même pris beaucoup de gros jeux dans l'ensemble. On a bien imité, mais par contre, quand ça passait le premier rideau, je trouve que Zach Charbonnet, notamment, a beaucoup avancé dans le deuxième. Sur le jeu au sol, il a fait quelques gros jeux. Voilà, c'est un flop pour mettre un flop. Hein. Dans l'ensemble, les mecs, ils prennent que 3 yards et demi par course. Mais Zach Charbonnet a 5 yards par course pour juste compléter. Mais Zach Charbonnet a 5 yards par course et il a fait quelques belles courses. Voilà, c'est pas dramatique. C'est un flop pour mettre un flop, mais dans tout autre match où on aurait perdu, ce truc-là ne serait pas ressorti. Bon, je pense qu'on a fait un tour assez bon sur ce match-là. On va passer à notre preview du match de dimanche contre les Cardinals. Dimanche 22h05 du côté de l'Arizona, les 49ers se déplacent chez un ennemi de division, les Cardinals. Voilà, un petit match, on est à 10-3, les Cardinals sont, si je suis bien de tête, ils sont à 2-11 je crois, ou 3-10. 2-53 quasiment. Ouais, voilà, normalement ça devrait être un match qui coule de source, je dis bien normalement parce que ça reste la NFL. Kevin, t'attends quoi de ce match ? Ah, parce qu'il faut faire une preview d'un match contre les Cardinals. Ouais, non, mais après, on peut faire la même preview qu'on a fait contre les Seahawks, c'est-à-dire une phrase et demie chacun, et puis on enchaîne. Que dire, j'ai l'impression que les deux équipes font même pas le même sport, tellement il y a un écart abyssal entre les deux équipes. J'ai pas envie de parler de match amical, ça commence à être compliqué, ça commence à être dur, mais honnêtement, il y a aucun suspense, on est plus que supérieur dans tous les compartiments du jeu. Il y a pas match, même si on fait notre pire match de la saison, je vois même pas comment ils peuvent nous inquiéter. Donc, on n'aura pas de grande réponse dans ce match, si ce n'est que c'est comme les autres, il faut le gagner et continuer d'avancer parce que maintenant on a le first seed et c'est à nous d'assurer. Loïc ? Moi, j'ai leur roster sous les yeux et je suis en train de me demander s'il y a même un gars, hormis Buda Baker, qui pourrait être titulaire chez nous. Et franchement, je vois pas. Spoiler alert, non. Voilà, donc est-ce que ça sert à quelque chose de faire une preview quand l'écart est aussi énorme ? Tout peut arriver en football américain, mais on doit leur éclater le cul sans l'ombre d'une hésitation, quoi. Olivier ? Ouais, je vous entends parler. Moi, dans l'absolu, je suis d'accord. Il faut qu'on reste sur notre lancée. On va commencer un petit peu à compter les blessés. Là, on dit que Armstead, on ne sait pas s'il va être de retour, mais on sait que Hargrave a pris un coup hier, Ward est blessé, Dédé a morflé un petit peu. Voilà, il faut surtout arriver avec le maximum de force vive en playoff. Ça, c'est la priorité. Et éviter l'excès de suffisance. C'est la seule chose qui pourrait nous poser problème. Si on joue à notre niveau, il n'y a pas photo et on le sait très bien. À l'heure actuelle, en NFL, il n'y a pas beaucoup d'équipes, si on joue à notre vrai niveau, qui peuvent tenir la distance avec San Francisco. Gonzague ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient de dire, notamment avec ce qui vient de dire Olivier. C'est vrai que c'est notre pire ennemi sur ce match-là. Ça ne peut être que nous-mêmes. Et encore, je ne pense pas que ce soit le style de la maison. Je trouve qu'on prépare plutôt bien les matchs. Donc voilà, donc moi, je ne vois pas un début de crainte particulier. Juste être attentif par rapport à certains playmakers. On n'est jamais à l'abri d'un gros jeu de Kyler Murray, si ce gros jeu arrive un jour. Et Marquise Brown est potentiellement un joueur dangereux. Donc voilà, mais sinon, à part ça, ouais, vraiment, je vais être honnête, je fais exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce que les 49ers doivent pas faire. C'est-à-dire que j'aborde ce match avec une condescendance inouïe. Tant, en effet, je ne vois pas le début d'une inquiétude possible sur ce match. Si on se pète là-dessus, c'est que vraiment, on n'arrive pas à tenir l'impression d'être first seed, quoi. Je vois pas, j'ai pas d'autre explication. Après, si nous, on se permet d'être condescendant, Oui, c'est aussi parce qu'on sait que le coaching staff ne le sera pas.
et prendra ce match au sérieux. Donc, c'est pas nous le coaching staff, donc c'est pas nous qui devons prendre les Cardinals, qui devons éviter de prendre les Cardinals de haut. On peut le faire. Là. Je suis globalement d'accord avec vous dans l'ensemble, sans vouloir être condescendant. La semaine dernière, dans l'outro, je parlais de bye week. C'était une petite blague, mais ça reste une équipe c'est même plus qu'elle est à notre portée, c'est que normalement, il ne devrait même pas y avoir de discussion. Leur gros point positif, on le sait, c'est qu'une équipe au moins qui se bat bien. Elle l'a prouvé depuis le début de la saison, ils se battent. Mais normalement, contre le meilleur effectif de NFL, te battre autant que tu veux, ça ne devrait pas suffire. Et je pense que ça suffira pas sur ce match-là. Moi, j'en parlerai après, on va passer au facteur X. Je vais dire le mien direct. Moi, mon facteur X, ça va être les blessures, évidemment. Ne perdre personne sur ce match-là. Et je pense notamment, plus encore que de ne perdre personne, j'aimerais qu'on fasse l'écart le plus vite possible pour pouvoir faire tourner également. Pour pouvoir faire rentrer d'autres gars, parce que je pense qu'aussi tout ce beau monde a besoin d'un peu de repos avant d'entamer les matchs les plus importants qui vont être évidemment les playoffs, mais tu as aussi un beau match contre les Ravens qui arrive dans 2 semaines. Mais oui, non, dans l'ensemble, il y a des gros matchs qui nous attendent et il va falloir être au complet et être en bonne forme. Donc je pense que voilà, ça va être la gestion de l'effectif qui va être le plus important sur ce match-là. Olivier, ton facteur X ? Savoir gérer Kyler Murray. Simplement, on sait que depuis quelques années, on a beaucoup de mal contre les quarterbacks qui courent. Et lui, ça sera la première, ce sera le premier qu'on va vraiment affronter dans ce style-là, sachant que la semaine suivante, on n'aura qu'à Lamar Jackson à gérer. Donc, c'est mon entraînement. Loïc ? Je suis en train de réfléchir, j'ai du mal à en trouver. Je vais dire notre jeu au sol, parce que pour moi, ça reste la base de tout contre n'importe quelle équipe. Gonzague ? Moi, j'en parlais. Je vois que 2 joueurs potentiellement un tantinet inquiétants chez eux, qui est en effet Marquise Brown, notamment sur certains tracés longs, sur lesquels il a un côté mobilette. Donc, il faudra que Ambry Thomas mette plus qu'une main et avant le lancer, si possible, pour s'il est au marquage. Et surtout, historiquement, James Conner a toujours été un running back qui nous a toujours posé un peu problème. C'est pas le meilleur running back de la ligue, mais je sais pas pourquoi. Il sort toujours de très bons matchs face aux Niners. Voilà, si on arrive à les contenir tous les deux, je vais dans ton sens, Elliot. Je pense qu'on peut prendre le large très très vite et faire tourner derrière. Si les deux sont contenus, bon, pas de sujet. Et vous connaissez ce que je pense de Kyler Murray. Pour moi, il est tout sauf un danger. Après, James Conner reste quand même, je pense, un des running backs les plus sous-cotés de la ligue, mais ça reste quand même pas un danger non plus. Kevin, ton facteur X ? Je vais reparler un petit peu de ce qu'a dit Olivier. Moi, mon facteur X, ça va être la D-line dans un secteur particulier que je trouve a été un tantinet décevant sur les 2 dernières semaines. C'est que oui, on met de la pression, mais sur certaines pressions, on laisse s'échapper un peu trop souvent le quarterback. Et cette semaine, on affronte Kyler Murray, un quarterback expert dans ce petit jeu-là pour gagner du terrain et esquiver la pression. Donc, j'attends la D-line là-dessus. Et puis aussi, j'attends de voir un peu plus un peu plus les remplaçants, un Jordan Mason que j'ai envie de voir, un Ronnie Bell, j'ai envie de voir, voilà, des joueurs qui là ont un match pour s'exprimer, donc j'ai envie de les voir jouer. On va passer au prono. Olivier, ton prono pour ce match ? 33-12. Gonzague ? J'y ai pas réfléchi, je t'avoue. 38-16. Loïc ? 42-10, comme contre les Cowboys. Kevin ? 31-3. Moi, j'étais sur 35-7. Voilà. Je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord pour dire qu'il n'y aura pas trop de matchs. On va passer aux questions des auditeurs. Vous avez encore été très nombreux à nous poser des questions sur ce match-là et puis sur tout. Petite question de Jean-François sur Facebook. On se focalise depuis des semaines sur les Eagles. Alors, je sais qu'on n'a fait qu'une bouchée des Cowgirls, mais j'ai l'impression que depuis, ils montent en puissance et deviennent redoutables, contrairement à des Eagles qui ne trouvent pas de solution quand ils sont en difficulté. Du coup, est-ce que ces Cowboys ne sont pas l'équipe à craindre pour ces playoffs ? Kevin ? Alors pour moi, non, pas du tout. C'est encore les Eagles. Moi, j'ai l'impression qu'avec les Cowboys, on a déjà vu le film 100 fois. À la même période, tous les ans, on nous dit oh, les Cowboys, ils jouent trop bien, c'est incroyable, ils vont aller au Super Bowl, ils vont tout gagner. Et puis 2 semaines après, ils se cassent la figure. On a déjà vu le film. Pour moi, le film va encore se reproduire. Les Cowboys vont retourner d'où ils viennent. Et je suis très content, ils nous ont donné le first seed cette semaine, mais j'y crois pas une seule seconde. Dak Prescott va redevenir Dak Prescott, les Cowboys vont redevenir les Cowboys. Et je les vois pas nous poser plus de problèmes que ça. Et je pense pas qu'ils aient foncièrement évolué par rapport au match où on les a explosés. Donc j'ai vraiment pas peur d'eux.
Je trouve qu'il y a quand même une différence par rapport à l'année dernière et à l'année d'avant, c'est que leur saison est plutôt sur une pente ascendante que descendante, ce qui n'était pas le cas la saison passée. Et ils Ça, ont je trouve éclaté pas. les Eagles hier, donc moi franchement j'ai plus peur d'eux actuellement que des Eagles, parce qu'ils les ont Bah, je, dominés dans bah, tous les domaines. je trouve pas qu'ils sont sur une pente plus ascendante cette année que les autres années. Au contraire, ils ont toujours eu cette montée en puissance jusqu'à novembre-décembre avant de se casser la figure juste avant les playoffs et de finir leur parcours lamentablement. Je suis complètement d'accord avec Kevin. Mais alors, complètement d'accord, je n'ai rien à enlever. Cette équipe, en effet, pour moi, est complètement en surchauffe. Et au bout d'un moment, elle va complètement rentrer dans le rang. Et puis, je pense qu'il y a des franchises comme ça. Il y a des franchises, ça ne s'explique pas, c'est complètement irrationnel. Mais tu peux leur donner les clés du camion en pensant qu'ils ont trouvé la formule pour nous battre. Et ça ne marchera jamais en 10, 15, 20, 30 matchs. Et je mets deux franchises dans ce rang-là, que sont les Cowboys et les Packers. Je pense qu'à chaque fois qu'on va les jouer, on aura le même match. On aura la même branlée à l'arrivée de la part de notre équipe. Et là, je te rejoins à 2000%, Kevin. Ces Cowboys ne me font peur en rien. Les Eagles, par contre, en match retour, me font beaucoup plus peur. Pour Olivier, question de Johan. CMC n'a pas marqué de touchdown hier soir. C'est la seconde fois cette année qu'il déçoit. Est-ce le moment de le mettre sur le banc ou de l'échanger et de tester un jeune? Il a l'air de moins en moins concerné par l'équipe. C'est triste de voir l'échec cette année avec lui. Plus sérieusement, sur quel point vous travaillerez sur cette fin de saison pour améliorer encore plus nos futures performances et ne laisser place à aucun hasard jusqu'à la bague? Bah écoute, là, travailler. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a qu'une chose à travailler, c'est garder le côté athlétique de l'équipe, c'est tout. Parce qu'après, le reste au niveau les rouages, ils sont tous à leur place, les maillons de la chaîne sont tous en place, et voilà, il faut juste garder le niveau d'athléticité de l'équipe. Et en restant, et donc là, on n'est plus sur un travail de récupération, on est sur un travail de, c'est vraiment de l'horlogerie fine sur chacun des joueurs. Question pour Loïc de Gonzague. Les matchs des Raiders étant stratosphériques d'intérêt, Loïc envisage-t-il de revenir à la maison auprès de ses amis Niners qui l'aiment vraiment? Ok, quelqu'un qui Ça remarque peut se la négocier. question. Petite remarque également de Olivier. Est-ce qu'on l'aime? Point d'interrogation. Bon, alors ça, je le laisse décider, mais ça peut se négocier. J'envisage éventuellement de regarder les matchs des Niners au lieu de ceux des Raiders. Je l'espère jusqu'à la fin de pour la 3, saison. si c'est pour voir des 3-0. Et des 0-0 jusqu'à 2 minutes de la fin. Ils auraient dû tenir jusqu'au bout, ça aurait été incroyable. Ça aurait été légendaire. Une autre question de Gonzague, puisque Gonzague du coup fait les questions et les réponses dans ce podcast, il pose beaucoup de questions. Du coup, je vais la prendre pour moi. Quelle franchise? On va tous répondre en fait. Kevin, Olivier, Loïc, Gonzague, puis moi. On va faire dans cet ordre-là. Quelle franchise NFC pourrait être la surprise en playoff? Quelle équipe NFC serait notre plus gros poil à gratter sur les matchs à élimination directe? Kevin? En NFC, je dirais les Packers, que je trouve excellents en ce moment. Et voilà. Il y avait AFC aussi qui demandait? Non, c'était que la NFC. Ok. Les Packers. Olivier? Je dirais un poil à gratter enfin, surprise les Packers et poil à gratter les Eagles. Loïc? Moi, j'avais les Rams en tête. Ils ont fait un excellent match contre les Ravens hier et ils sont sur une bonne dynamique. Donc, c'est l'équipe qu'on tape à chaque fois en saison régulière, mais qu'on n'a pas battu en finale de conférence, malheureusement. Donc, ouais, je dirais les Rams. Je ne serais pas hyper réjoui de me les prendre comme 7e seed. Ça pourrait être un bon 7e seed. On va les retrouver à la dernière journée. Après, pour l'instant, si on finit comme ça, on joue pas le 7e seed. Hein. On a un bye week. Bien sûr. Mais dans un monde où on est le 2e et eux 7e, je ne serais pas réjoui. Je trouve qu'ils seraient meilleurs que la plupart des 7e seeds des années dernières, quoi. Gonzague? Moi, clairement, les Eagles, même si j'aime beaucoup l'argument de Loïc des Rams, que je trouve assez vrai. Imaginons que les Rams, ça peut être vraiment cette équipe qui arrive en 7e position et qui, un peu comme les Giants en 2008, décide de tout gagner en playoff, quoi. Donc, ouais, j'aime bien l'argument de Loïc, mais je mettrais quand même les Eagles en 1. Pour moi, c'est loin d'être assuré qu'on puisse reproduire le même schéma face à eux en playoff. Alors que moi, pour le coup, les Rams, je vois ce que tu veux dire, Loïc. Les Packers me font aucunement peur. Ça reste une équipe de novembre-décembre tous les ans, mais avec un quarterback qui a jamais joué en playoff. Moi, je dirais les Cowboys. Je vois vos arguments que vous avez exposés sur la question d'avant, mais je trouve cette équipe de Dallas plutôt différente, moi, par rapport aux autres saisons. Pas tant sur Prescott qui est capable de très très bon et de très 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 mauvais,
Moi, je trouve que c'est la défense dans son ensemble qui est beaucoup plus forte. Et notamment, je vais revenir, et c'est mon grand serpent de mer, mais je vais revenir là-dessus. Darren Bland est une amélioration folle, je trouve, par rapport à Trevon Diggs, qui était trop inconstant. Et je trouve que ça a changé leur défense. Et voilà, c'est pour ça que je pense que les Cowboys peuvent être un poil à gratter pour nous. Plus que les Eagles, Ouais. à mes yeux. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que leur défense était déjà incroyable l'année dernière. Genre, Ouais, mais je le trouve qu'ils divisional contre eux, ils a avaient été des trous, exceptionnel en ils avaient défense. des trous défensifs sur le poste de corner, parce qu'ils n'avaient pas non plus Stephon Gilmore qui leur fait un bien fou cette année. Et ils n'avaient pas de defensive tackle. Je trouve que leur défense centrale contre la course était un peu limitée, là où ils ont réussi à s'améliorer cette année. On va passer aux questions de Twitter. Une question de José. Salut l'équipe. Il semblerait qu'il va falloir se battre contre Eagles, Dallas ou Détroit pour atteindre le Super Bowl. Selon vous, quels sont nos points les plus forts et nos points les plus faibles face à eux si jamais on les affronte en playoff? Gonzague? Face à chacun d'entre eux? Parce que pour moi, c'est pas Non, du non, tout non, les non, mêmes non, points non, non, faibles. on va pas face à chacun d'entre eux, mais Ah, bah ouais, je parce que pour pense moi, dans c'est le pas du sens, tout les mêmes schémas. dans le sens où quels vont être nos gros points forts et nos gros points faibles arriver les playoffs. Alors, si je devais synthétiser pour moi, les gros points forts, c'est, je dirais, notre attaque en général, face à des défenses qui ne sont pas toutes exceptionnelles là-dedans. Moi, par exemple, la défense des Lions ne me fait pas peur du tout, de manière générale. Là où, par contre, on parlait d'axes d'amélioration la dernière fois, attention quand même face à des équipes comme les Lions, les Cowboys, les Eagles, toutes ces équipes ont un point commun, c'est des équipes à big play contre nous. C'est des équipes qui peuvent nous sortir un ou deux jeux complètement improbables où nos cornerbacks se trouent et où on peut se prendre un touchdown de 35-40 yards venu de l'espace. Je vois complètement les Lions, les Cowboys et Eagles en point commun sur ce côté-là, en axe d'amélioration, en axe de vigilance. Donc voilà, mais sinon, au niveau point fort, je veux dire, comme il dit Olivier, consolider tous nos points forts qu'on a déjà. Ça fait un rouleau compresseur, je vois pas ce qu'on peut améliorer. C'était mon CO déjà. Vas-y, Olivier. Okay. Nos points faibles, Ambry Thomas. Voilà. Il peut pas s'en empêcher. Question de Anfield Sharks sur Twitter. Question toute simple, sans aucune prétention. Je ne pense pas que je nous vois plus beau que les autres. Mais qui peut nous battre si on arrive au complet? Là, on parle NFL large, hein, parce qu'il a parlé. Il dit les Ravens n'ont pas impressionné hier contre les Rams. Un grand Mahomes peut-être, mais je ne sens pas Kansas City cette année. Kevin, qui peut nous battre vraiment? En dehors de la phrase classique, c'est la NFL, tout le monde peut gagner contre tout le monde. Qui peut vraiment nous battre, quoi? Moi, je le dis depuis la pré-saison, si on est au complet, en forme, personne ne peut nous battre. On est trop fort sur tous les secteurs du jeu, à part, évidemment, on va revenir sur le cornerback 2, sur la ligne offensive une fois de temps en temps, mais non, on est trop fort. Il y a trop de talent en attaque, il y a 3-4 cibles majeures. En défense, il y a des stars partout, sur tous les postes. Pour moi, on peut pas être battu si on est à notre niveau. Et enfin, une question de... je ne sais pas comment prononcer son pseudo. A07SZN. Ah, c'est Arnaud. C'est Arnaud. Loïc, question pour le podcast. Purdy est-il le grand favori pour le titre de MVP? Et sinon, quels sont les arguments contre lui? Alors pour moi, je dirais que oui, parce qu'il y a trop de catégories statistiques où il est premier, il est trop propre, c'est parfait. Genre que ce soit le taux de complétion, que ce soit les passes longues, que ce soit en red zone. Pour moi, il est d'une propreté mais inégalée par qui que ce soit en NFL cette saison. Après, le fait est que cette saison les quarterbacks sont un peu en dessous, je pense, de saison dernière. Mais pour moi, Purdy est le meilleur quarterback, au moins cette saison en NFL. Donc, si on considère que c'est un quarterback qui sera MVP, parce que qu'on le veuille ou non, ce sera le cas, je pense. Alors oui, pour moi, Purdy doit être MVP cette année. Et je vois d'autres prétendants intéressants comme Tagovailoa, parce que quand même l'attaque des Dolphins a été exceptionnelle, et éventuellement Dak Prescott. Mais sinon, pour moi, c'est Purdy le favori. Et quels pourraient être des arguments contre lui? Là, tout de suite, j'en vois pas. En tout cas, si on ne regarde pas la concurrence, mais qu'on regarde qu'est-ce que lui fait, je vois pas d'argument contre lui, à part que il est hyper bien entouré et que donc on se dit que c'est pas que lui, c'est aussi le coaching staff, c'est aussi toutes les armes qu'il a qui attirent l'attention sur eux, à commencer par CMC évidemment, alors que certains autres quarterbacks sont un peu plus seuls dans leur attaque.
Mais des vrais arguments contre lui, non, j'en vois pas. Gonzague. Moi, je vois un argument qui est très fort contre lui, c'est que historiquement, les joueurs de deuxième année ne sont pas mis MVP tout de suite. Et généralement, on le voit dans l'histoire de la NFL, il y a souvent un peu une étape préliminaire au titre de MVP, qui est celui de joueur offensif de l'année ou défensif de l'année. Alors, il y Et, a un petit argument contraire là-dessus. Ils sont deux, ils ont été coup sur coup. Ils s'appellent Lamar Jackson et Patrick Mahomes. je suis d'accord. En effet, ce que j'allais dire, les cas les plus récents sont allés un peu à l'encontre de cette théorie. Mais c'est une théorie qui est restée quand même pendant des années, pour les plus anciens d'entre nous, bien ancrée en soi. Moi, personnellement, je rejoins complètement Loïc. Pour moi, il est MVP. Si on se base sur les quarterbacks, ils doivent être MVP. Surtout que Dak Prescott est MVP, j'ai envie de hurler à la vaste blague quand même. Mais de manière générale, pour moi, la principale chose qui risque d'être contre Purdy, c'est qu'il soit qu'un deuxième année. Et qu'on se dise, il a le temps, avant d'être MVP plus tard, autant le donner à quelqu'un d'autre. C'est ça qui est pour moi est un risque pour lui quand on regarde un peu l'historique de la NFL sur cet exercice. Olivier. Ouais, moi je vais pas dans le même sens que Gonzague à ce niveau-là. Moi je pense que ce qui peut l'enlever du titre de MVP, c'est que sur les derniers matchs, je sais qu'il y a un affrontement, il y a un Dallas Miami et qu'on se retrouve avec une énorme, enfin, que Prescott il finisse la saison avec 4 matchs stratosphériques et où tu vois face 4 matchs stratosphériques et qu'il y a des personnes qui marquent leur territoire comme ça. C'est ces arguments-là qu'on pourra donner et donner le titre de MVP à un mec des Cowboys. Qu'est-ce qui serait content de Jerry Jones, quoi. Voilà, et puis quand même se rappeler qu'il y a des franchises qui sont chaque année ont toujours les mêmes. Le hasard fait bien les choses. Il y a des franchises dont Dallas qui ont chaque année le même moment où il y a la pause, qui ont leur match toujours, qui passent toujours au bon moment, qui jouent rarement le jeudi puis le dimanche. Voilà, on sait comment ça fonctionne en NFL aussi, sur l'affaire du business. Donc est-ce que Purdy serait aussi vendeur que Dak Prescott à la tête de Dallas? Voilà, c'est une question que je pose comme ça, de façon totalement désintéressée. Après, on n'est pas non plus fan de Cincinnati. Faut être sérieux, ça reste les 49ers, qui est une franchise extrêmement bankable pour la NFL. Ah, mais c'est pas Dallas, quoi. Oui. C'était tout pour les questions. Je crois qu'on a un petit jeu. Qui ouvre le bal? C'est parti. Donc l'ordre, on va encore faire un petit tour de table. L'ordre sera Elliot parce qu'il est jamais en premier. En deuxième, ce sera Loïc. Troisième, Gonzague. Et quatrième, Olivier, parce qu'il y a une dimension historique sur ce quiz. Donc Olivier est un peu avantagé. Ça m'aurait étonné que je sois pas encore. Allez. Encore T'es une fois sur deux premier. Donc le thème aujourd'hui. C'est pas de ma faute. Le thème aujourd'hui concerne les 30 derniers quarterback titulaire des 49ers. Ah, ça c'est bien ça. Donc, Elliot, 30. À toi, les 30 derniers. Ouais, alors là, je vais y aller en sécurité, Brock Purdy. C'est oui, donc 18 matchs à ce jour en 2022 et 2023. Jimmy Garoppolo. 55 matchs entre 2017 et 2022. C'est beau que tu aies sorti Garoppolo, Loïc. Bravo à toi. Et ben moi, je suis joueur d'entrée. Je lance sur JT O'Sullivan. JT O'Sullivan, 8 matchs en 2008. Jeff Garcia. Tu disais ? J'ai pas entendu le début. Jeff Garcia. Jeff Garcia, oui. Jeff Garcia, je vais le retrouver dans la liste. 71 matchs entre 99 et 2003. Trey Lance, 4 matchs 2021-2022. Colin Kaepernick. Colin Kaepernick, 58 matchs entre 2012 et 2016. Troy Smith, 6 matchs en 2010. Alex Smith. 75 matchs entre 2005 et 2012. Blaine Gabbert. 13 matchs entre 2015 et 2016. Pour moi, je suis obligé d'aller sur les un peu plus obvious parce que je suis la NFL depuis moins longtemps. Mais j'ai quand même cité un ancien nom, c'est Montana. Oui, Joe Montana, 131 matchs, record de franchise entre 1980 et 1990. je pars sur Sean Hill. Sean Hill, 16 matchs entre 2007 et 2009. Steve Young. Steve Young, oui, je vais le retrouver évidemment. 118 matchs entre 87 et 99. Mais pas des hésitations sur Steve Young comme ça. Non, il fallait que je retrouve dans la liste.
Nick Mullens. Nick Mullens, 16 matchs entre 2018 et 2020. J'allais le dire. Comment il s'appelle? Bon, allez, j'ai porté mes couilles parce que de toute façon, je suis un peu dos au mur. John Brody. Tu disais? John Brody. Oh non, pas dans les 30 derniers. Non, trop loin, je pense. Oh, Non, il est pas dans ma liste. j'en ai en tête, mais je me souviens plus de son nom. Je vais pas pouvoir inventer des noms. Hein. Je vais juste te dire qu'il en reste encore 2 en activité aujourd'hui. Ah ouais, 2. Il y en a un, je vois, mais j'ai oublié son nom. L'autre, On a combien de chances à ce jeu? 3. Oh putain, il y en a pour 2 heures avec lui là. Moi, je pense que je les ai les deux. Ouais, je les aime. Moi aussi. Je me l'ai gardé au frais aussi. Vas-y, moi aussi. non, je sais pas. Tu Je laisse. Langosha je laisse- C'est un abandon. Langosha. Ouais, Loïc, premier éliminé. Gonzague. il est content. Hein. CJ Bettard. CJ Bettard, 12 matchs entre 2017 et 2020. C'était lui que t'avais Loïc, j'imagine. Non, c'était pas lui. Mariano Ouais, Hoyer. c'était l'autre. C'est Voilà, Brian Hoyer, c'est- j'imagine. Exactement. 6 Attendez, matchs mais en 2017. moi, je crois que j'en ai encore un autre. Mais du coup, je sais pas si c'est pas possible. Éliminé. Ah non, Alors. je parle pas pour moi. Je parle. Vas-y. Alors, je dis juste, tu penses à. C'est pas ma proposition. Tu penses à Josh Johnson, Loïc, parce qu'il a jamais été titulaire, il est rentré pour des matchs. Non plus. Ok, je vois pas de qui tu parles du Je coup. vous donnerai son nom à la fin de. Du coup, là, je commence à être à court de nom parce que je suis quand même arrivé plus tard dans la NFL. Ouais. Dans les années 2000, je pense qu'on en a eu pas mal de nazes. Oui, Alors, je te le confirme. Mais alors qui? J'ai envie de tenter un nom parce que je sais pas s'il a été titulaire ou pas, mais il a été drafté en tout cas par les 49ers. Giovanni Carmizzi. Non. C'est le mec qu'on a drafté avant Tom Brady. Dans ce draft-là, on avait drafté un quarterback. Et petite information, je la pose ici, Giovanni Carmizzi. Aujourd'hui, les dernières nouvelles qu'on a de lui, c'était il y a 5 ans, il élevait des chèvres en Californie. Voilà. Du coup, ça fait une erreur. Putain, des mecs qui ont dû... Ah, putain. Et là, je vais être à court, là aussi. Ouais, les noms qui restent sont pas faciles. Ouais. Et puis pour le coup, tous ceux, depuis le temps que je suis les 49ers, tous ceux qui ont été titulaires à cette époque-là, on sont tous été passés, quoi. Combien il reste de noms? Tous ceux qui ont joué depuis 2008 ont été cités. Il reste reste combien de noms, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. On a fait la moitié pile. Oh putain, 15 mecs. Oh, ils doivent être tous éclatés du cul. Tous ceux depuis 2008. Waouh. Ah, j'aurais pas pensé ça. Le plus récent, c'est 2007. What the fuck. La paire de joueurs des plus là, donc c'est tendu là. Je vais essayer de trouver un nom d'un quarterback des Niners, putain. Ou un quarterback qui a dû faire 722 équipes et qui, Inch'Allah, il est passé par les Niners. Non, mais non, lui, il est pas passé. Oui, j'ai Trent Dilfer. Trent Dilfer, c'est le plus récent encore en date, 6 matchs en 2007. Oh putain, gros gosse. What the fuck. Alors là, j'avais choisi le thème des 30 derniers pour pas vous donner de date de jusqu'à quand remonter, mais je peux vous le donner vu les noms qui restent. On remonte jusqu'en 1978. Globalement, on n'est pas loin d'avoir Montana comme numéro 30 de cette liste, quoi. Pas loin. Il y en a 5 avant Montana. What the fuck? Ouais, mais c'est des inconnus parce que c'est sur 3 saisons. Ça, c'est pas sur 3 saisons. Vraiment nul. Oh là 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 là. Quoique non, je dis des bêtises. Il y en a que un avant Montana. C'est mon classement qui a chié. Il y en a que un avant Montana. Ah ouais. Bah, tu vois Little. Donc. Je vois pas. Là vraiment. Dans la liste, il y en a que un que j'ai déjà entendu le nom. Sinon, les autres, j'avais jamais entendu parler non plus. J'essaie de réfléchir avant Montana, quoi. C'est cool, on n'est pas dans la merde.
Voilà, c'est Oh pas là ça. là là. Je pense que je vais faire exactement comme lui, je pense que je vais abandonner. Parce que sinon, je vais faire attendre nos auditeurs beaucoup trop longtemps. Ce qui est meilleur, c'est que je vais en trouver un genre 10 minutes après l'émission, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Allez, j'abandonne. Je Ça vois se joue pas. donc entre Olivier et Elliot. Sachant qu'Olivier peut le clutch là-dessus parce que je suis en train de regarder dans ma tête si je peux inventer un nom qui serait crédible pour un quarterback. Vini Testaverde. Pardon? Vini Testaverde. Et j'y ai pensé, mais il n'est pas passé chez nous, Non. Testaverde. J'y ai pensé, Non. il a fait 522 franchises, mais il n'est jamais passé chez nous. Il a dit c'est avant 2007. Putain, avant Il Montana, il a pris la place y de en qui? il y en a un qui a joué un match en 2007, sinon c'est avant. Alors là, pourquoi est-ce que j'essaie de. Parce qu'en plus, l'époque où c'est Montana Young, il arrive vachement tôt. Parce qu'il vient de l'USFL. Donc j'essaie de réfléchir. Le mec qui était avant lui, mais le remplaçant, putain, c'était comment? Le plus ancien, il a joué 35 matchs entre 78 et 80. Ben, c'est T.Y. Si. Little? Non. Alors, c'est Y.A. Tittle, son nom. Ouais, je fais l'inverse. Voilà, Non. mais tu vois de qui je parle chaque fois, toi. C'est les années 50, ça. Ou Ouais, c'est 60. les années 50, par contre, ouais, 50-60. 60, je sais plus. Sinon, il y en a un qui a joué 10 matchs en 2004 et 2005, 16 matchs en 2003 et 2005. C'est le mec qui a joué matchs. quand même plus de 10 matchs, tu vois. Ouais, celui qui a fait 16 matchs en 2003 et 2005, c'est un nom, je pense, qu'on connaît vite fait tous. Même moi. Pas sûr. Je vais tirer au pif Kyle Orton. Non, J'ai perdu Putain, 3 pas fois. mal, Kyle Orton. t'as perdu. Putain, ça y est, je l'ai. J'ai gagné Qui sur un Gonzague? Trent Dilfer Mais ou je peux... Ouais, t'as Oui, gagné c'est sur Trent ton Dilfer. Mais je Ouais. peux essayer de truc. Brad Johnson, peut-être? Non, Non. une dernière chance éventuellement. Et le nom au hasard que j'avais de création d'un quarterback dans ma tête, j'avais Chris Washington. Je l'ai inventé, il existe pas. Non. Non, il y en a un, Olivier, il vient de me flasher dans la tête. Je vais juste aider Olivier. Montana a pris la place de qui? Ouais, c'est ça que je cherchais, moi, tout à l'heure. J'arrive pas à me rappeler. C'est ça que je te dis. Un nom à consonance sud-africaine. Vas-y. Eh ben, je pense que c'est lui qui a le plus de matchs dans ma liste, qui avait 35 matchs. Allez, Olivier. Consonance sud-africaine. Oui, Allez. Il n'y a que toi qui puisse y répondre. Allez. Allez, Olivier. Allez, Olivier, cher auditeur, encouragez-le. Allez, Gonzague, donne le prénom pour voir si c'est vraiment lui. Steve. Ok, c'est lui. Steve Van Buren? Ah, t'es pas loin. Ça ressemble à ça, mais c'est pas loin. Non, vraiment consonance sud-africaine. Attention, Olivier, à ne pas être raciste dans ta réponse, s'il te plaît. Ah, Non, je l'ai pas. Pistorius. Je l'ai pas. Vas-y, dis-le, Gonzague. Alors, Steve Deberg. Steve Deberg. Non. Qui est le plus ancien de la liste. On n'avait pas Et genre alors, un mec qui s'appelle. Non, J'ai je vais un être honnête nom moi avec qui vous. m'a flashé, mais je sais pas du tout s'il existe ou pas. Jeff Hostetter. Non. On Mais va Steve dire Deberg, rien, en fait, il gagne le Super Bowl en 91. Bon, je Je vais vais vous être lister honnête les. c'est un nom Vas-y. que je n'ai jamais entendu, Steve Deberg, autrement que pour parler de Montana, en fait. Le mec, il n'a juste comme statut que président de Montana. Il a À chaque fois, Il a quand même 35 titularisations, le bonhomme. ouais, mais mais je crois c'est que classe. personne ne se souvient de lui autrement que le prédécesseur de Montana, dont Montana a pris la place. Quoi. Donc, je vais vous lister les noms qui restent. Matt Cavano, 2 matchs, 84-85. Jeff Kemp, 6 matchs en 86. Mike Morosky, 2 matchs en 86. Bob Gagliano, 1 match en 87. Steve Bono, 6 matchs en 91. Elvis Gerbach, 9 matchs en 95 et 96. Mais je suis nul. Jim Druckenmiller, 1 match en 97. Oh, ce blaze! Ty Detmer, 1 match en 98. Steve Stenstrom, 3 matchs en 99. Tim Rattay, c'est lui que je parlais. 16 matchs Ah entre 2003 et 2005. oui, bravo, exact. Ken Oh, putain, les Dorsey, mauvais souvenirs. 10 matchs en 2004 et 2005. Ken Dorsey. Ouais. Cody Pickett, 2 matchs en 2005, qui n'a aucun lien de parenté avec Kenny d'ailleurs. On dirait Et vraiment Chris Weinke, 1 match en 2007.
On dirait Oh, le vraiment choix- des regen dans Madden, quoi. C'est vraiment des mecs. C'est ça. Je peux m'en vouloir pour deux. Je peux m'en vouloir pour Bono et Grabatch. Ah, team raté quand même. C'était plus à l'époque derrière, mais Moi, le Mais, seul nom, quand t'as c'est- balancé, j'avais déjà vu le nom de Druckenmiller parce qu'il m'avait fait marrer. Et Ken Dorsey, ça me dit un truc, mais sinon rien d'autre. Non, moi, c'est tout cas, Steve Bono et comme il s'appelle, et Elvis Grabatch, j'aurais dû trouver. Bravo Elliott était un vainqueur inattendu sur ce jeu. Pour moi aussi. Je sais pas d'où il m'est sorti le Trent Dilfer, je t'avoue, je sais plus d'où il m'est sorti. J'ai pensé à Testaverde et ça m'a fait penser à Trent Dilfer, je sais pas pourquoi. Ils ont joué tous les deux au même endroit Eh oui, à la base. non, je comprends mais bien. c'est ça, c'est des mecs de Tampa Bay, tu vois. Et puis Testaverde, j'ai pensé à lui parce que c'est le mec qui est passé dans toutes les franchises. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce 58e épisode du Faceful Podcast. 22h05 pour voir le match des 49ers du côté de Glendale, Arizona contre les Cardinals. Voilà, on espère évidemment une autre victoire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour en parler et puis pour parler de notre dernier gros match vraiment d'ici la fin de la saison contre Baltimore. Merci à tous et puis go Niners. Salut. Go Niners. Merci, ciao tout le monde. Ciao, ciao. Come on. Come